Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné d'Ulrike Guérot, qui est une experte de premier plan en affaires européennes. Si je ne me trompe pas, vous avez également été directrice de la politique étrangère du German Marshall Fund et directrice du Conseil européen des relations internationales. Donc oui, bienvenue dans l'émission. Oui, merci de m'avoir invité. Vous faisiez référence à mes positions dans une sorte de vie antérieure il y a des années. Eh bien, l'ancienne vie faisait partie du sujet du jour. Je voulais aborder certaines des crises que connaît actuellement la démocratie en Europe. Mais je suppose un bon préambule serait de parler de ce qui vous est réellement arrivé. Car vous avez été, comme je l'ai dit, l'un des principaux universitaires sur l'intégration européenne et sur l'Europe en général. Et j'imagine que dans cette époque de dénonciation, de culture de l'annulation et de champ d'opinion acceptable de plus en plus restreint, de conformité idéologique, il y a sans doute beaucoup de façons de le décrire. Mais je me demandais si vous pouviez peut-être commencer par expliquer ce qui s'est réellement passé dans votre carrière. Oui, merci de m'avoir invité dans l'émission. Pour faire court, cela fait environ 30 ans depuis le traité de Maastricht en 1992 que je travaille sur l'histoire de l'intégration européenne, que j'enseigne dans différentes villes d'Europe, à Paris, Berlin, Vienne, sur l'intégration européenne, l'histoire de l'intégration européenne, les relations franco-allemandes, la création de l'euro, tout cela. Nous parlons maintenant des années 90, à une époque où nous avions encore le rêve d'une Union européenne fonctionnelle. J'ai occupé de nombreux postes et mené en quelque sorte une double carrière. L'une a toujours été académique, j'ai toujours essayé de garder un lien avec des postes universitaires, mais j'ai aussi occupé des postes dans ce qu'on appelle des think tanks et des ONG, comme le German Marshall Fund que vous avez mentionné, ou le Conseil européen des relations internationales, où nous faisions un travail de politique appliquée, essentiellement des études permettant d'analyser les tendances politiques actuelles. Cela a représenté pendant une longue période de ma vie, environ 25 ans, des années 90 jusqu'à 2013. Et au fil de ces années, je suis devenue, si l'on veut, de plus en plus critique. Vous savez, je veux dire, en regardant l'Irak, en observant l'échec de la Constitution européenne, en considérant le non français, le non néerlandais, ce qui se passe sur le plan sociétal, en ce qui concerne la démocratie européenne, le populisme qui se développe, on pouvait voir émerger le ressentiment contre l'UE-Web. On pouvait également constater qu'il y avait, des ingérences américaines dans ce qui était d'abord la mise en place d'une monnaie européenne, puis d'une politique étrangère européenne. Parce que le Conseil européen des relations étrangères, vous savez, en 2004, ça fait 20 ans, avait été conçu pour promouvoir une politique étrangère européenne indépendante et souveraine. On parle de Javier Solana, on parle de la stratégie européenne de sécurité, on parle d'une époque où Marc Léonard, par exemple, écrivait son livre « Pourquoi l'Europe dominera le XXIe siècle ?» parce que les Américains étaient en Irak, parce que l'Europe pensait alors proposer un autre modèle de gouvernance mondiale, d'état de droit et ainsi de suite. Tout cela, 20 ans plus tard, on regarde en arrière et on se dit que non, c'est totalement perverti. Mais quand on était dans le processus, dans le moment historique, on pouvait sentir que les choses prenaient une mauvaise direction. Pourtant, jusqu'à, disons, la crise bancaire, j'avais le sentiment que nous étions dans une autre époque, parce qu'on pouvait discuter des choses. Jusqu'au traité de Lisbonne, il y avait toujours des moments où l'on se disait « Ok, l'Europe va redresser la barre, on va y arriver ». Mais ensuite est venue
la crise bancaire et le traité de Lisbonne. Et j'ai eu l'impression que la crise bancaire marquait le début du déclin. Puis il y a eu l'austérité et la crise des réfugiés. Et on pouvait voir que tout le système allait de plus en plus, vous savez, imploser et générer toujours plus de ressentiments populistes. C'est à ce moment-là, en 2013, que j'ai été licenciée pour la première fois par le Conseil européen parce que j'avais publié quelques articles très critiques affirmant que les structures de gouvernance européenne sont, vous savez, dysfonctionnelles. Donc j'ai essentiellement été licenciée en 2013. Après cela, j'ai été plus ou moins exclue de la communauté académique des think tanks, mais je suis revenue dans le milieu universitaire en 2016 en Autriche, où j'ai occupé un poste de professeur pendant 5 ans, puis je suis arrivée à l'université de Bonn en 2021, et j'ai ensuite écrit 2 livres critiques en 2022, l'un sur les mesures liées au coronavirus, les confinements, tout cela, en prenant position sur la démocratie et les fondements changeants du droit. Ensuite, j'ai écrit un livre en octobre 2022 sur le conflit ukrainien et sa préhistoire, le Maïdan, toute l'histoire. Cela a marqué le début d'une longue série de procès avec l'université de Bonn, qui a fini par me licencier officiellement pour plagiat. Mais il s'agit de petites erreurs dans un vieux livre. Donc je pense que ce n'était qu'un prétexte. Maintenant, l'affaire est au 2e niveau de procédure juridique et de décision de justice. Il semble y avoir un fil conducteur ici, c'est-à-dire perdre son premier emploi dans l'UE en 2013 pour avoir été critique, puis bien sûr être à nouveau critique à propos des vaccins. Bien entendu, certaines critiques devraient être considérées comme légitimes. Habituellement, ces vaccins sont déployés après de très nombreuses années d'essais. Et cette fois, tout a dû se faire très rapidement. C'est la même chose avec la guerre en Ukraine. Il devrait certainement être permis d'avoir plus d'un point de vue. Mais pourquoi pensez-vous que ça s'est produit? Pourquoi à ce moment précis? Pensez-vous que la crise financière mondiale de 2008-2009 a été si déterminante à cet égard? Eh bien, je pense que c'était, vous savez, on est toujours, enfin, on en sait plus aujourd'hui qu'avant, oui. Donc, on est toujours plus sage après coup, comme on dit en Allemagne. On acquiert toujours plus de sagesse en regardant en arrière, ce qui permet de mieux comprendre les périodes précédentes. Mais nous avions déjà entendu Warren Buffett dire, vous savez que c'est une guerre du capital contre le travail, ce genre de choses. C'était vraiment si vous vous souvenez des discussions de 2008-2009, il y avait aussi Wall Street, Occupy, et nous avons eu cette politique d'austérité et la gauche européenne s'y opposait fermement. Nous avons vu une énorme technocratie européenne prendre le contrôle pendant la crise bancaire, tout cela détruisant les syndicats grecs, les fonds de retraite portugais, et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un argument très différent, probablement en accord avec, disons, Adam Tooze, qui a écrit un grand livre sur la crise, probablement en accord avec l'analyse de Yanis Varoufakis, qui était très percutant. Et une partie de la gauche était encore, je pense qu'en quelque sorte, le moment 2011-12-13 a été le dernier cri de, appelons-la, l'ancienne gauche en Europe. Nous avons eu les manifestations contre la BCE, les 10 ans de la BCE en 2012, et il y avait une forte dynamique. Vous vous souvenez peut-être du livre de Stéphane Hessel, qui était un diplomate français, très âgé, plus de 80 ans, et il a écrit un livre « Indignez-vous », un cri d'alarme pour la jeune génération. Oui, nous sommes en train de démolir les systèmes sociaux européens. Il y avait de très fortes tensions au sein de l'Union européenne entre les pays du Sud, les pays latins et l'Allemagne à cette époque. Et selon mon analyse, et pas seulement la mienne, cela a donné naissance, vous savez, au populisme européen, une sorte de tension nord contre sud.
Puis quelques années plus tard est arrivée la crise des réfugiés, et là une tension Est-Ouest est apparue. Donc des tensions croisées dans le système de l'Union européenne. Et c'est, je pense, la décennie politique que nous avons observée. Et comme vous le dites, il faut permettre l'expression de voix critiques. Et j'ai le sentiment qu'elles étaient dans une certaine mesure tolérées. Dans mes souvenirs, par exemple, pendant les années de la crise bancaire, ou même quelques années plus tard, on pouvait exprimer, disons, des critiques de gauche contre les politiques d'austérité ou autres. Mais ensuite est arrivée la crise des réfugiés. C'était déjà plus difficile à contester. Vous savez, il y avait cette culture de l'accueil et il était très facile d'être accusé de racisme lorsque vous souleviez des arguments contre le volume de la migration. Et d'ailleurs, je n'étais pas dans cette discussion, j'ai évité tout ce qui concernait la migration. Mais ensuite est arrivée la pandémie de Covid et je ne voulais même pas débattre des vaccins. Je voulais simplement dire qu'il existe un corpus fondamental d'entités juridiques et que nous étions en train de les modifier. Vous savez, en Allemagne du moins, nous avions des mesures spéciales. Nous avions un conseil de nos ministres-présidents des Länder qui est un organe qui n'est pas prévu par la Constitution. Nous avons donc eu des réglementations très particulières pour cette crise et j'ai simplement soutenu ou posé la question de savoir s'il est vraiment judicieux de modifier des lois et des traditions fondamentales à cause d'un virus. Oui, parce qu'on pourrait débattre des chiffres, est-ce vraiment si grave, etc. Mais j'en ai fait moi-même l'expérience parce que, vous savez, je suis en Allemagne, je suis un peu connue, même avant, je veux dire, cela fait 20 ans que je travaille pour Jacques Delors. J'ai, vous savez, la Croix du Mérite, donc j'ai une certaine notoriété aussi à la télévision et à la radio allemande. Oui, j'étais donc fréquemment invitée à divers débats sur les relations européennes, les relations franco-allemandes. Et quand le corona est arrivé, j'ai tout de suite senti, parce que je connaissais bien les médias allemands, que quelque chose avait changé, que le champ des opinions se rétrécissait de plus en plus et qu'il y avait des choses qu'on avait le droit de dire et d'autres qu'on n'avait pas le droit de dire. Et si on franchissait une certaine limite dans l'argumentation, on était tout de suite accusé d'être un extrémiste de droite ou un, comment dit-on en anglais, négationniste du corona, quelqu'un qui nie le corona. Personne ne niait le corona. Nous posions simplement des questions. Quelles sont les mesures appropriées? Il y avait donc de vraies accusations et dénonciations. Et c'était, vous savez, étrange. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de nouveau, l'épaisseur, le corridor qui se rétrécit dans ce sens. Et puis, il y a eu la guerre en Ukraine. C'était la même chose. Donc moi, et aujourd'hui, nous avons même des recherches à ce sujet. Je veux dire, aujourd'hui, nous avons les Twitter Files, nous avons les commissions à la Chambre des représentants américaine, vous savez, à la télévision. Et Schellenberger, vous voyez, il y a des auditions au Congrès américain qui soutiennent essentiellement qu'il y a eu un rétrécissement et une modération sur Twitter, qui est ensuite devenu X. Donc, on peut dire que notre impression qu'il y avait un espace d'opinion publique qui se réduisait n'était pas seulement un sentiment étrange, mais qu'on peut, avec des données empiriques, le prouver, par exemple, si on fait une analyse du discours, n'est-ce pas? Et regardez les titres des journaux allemands, n'est-ce pas? Pendant des mois de Corona, on voyait le même titre dans 20 ou 60 journaux allemands, du niveau national au niveau régional. Cela ne semble pas être un paysage médiatique très pluraliste, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que notre ressenti, celui de certains, je veux dire ceux qui levaient le doigt pour signaler qu'il se passait quelque chose dans le paysage médiatique, aujourd'hui, mais on peut même dire qu'il est prouvé empiriquement que l'espace s'est réduit. Et c'est la même chose avec l'Ukraine.
Oui, nous avons aussi quelque chose d'étrange dans ce pays. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de partis politiques, beaucoup de médias, mais ils disent tous plus ou moins exactement la même chose. C'est très étrange. Et comme tu l'as dit, lorsqu'il y a une véritable dissidence, elle est rarement accueillie par des arguments. Et c'est quelque chose que j'ai moi-même découvert. Je m'y suis pris de la mauvaise façon. Je pensais que j'allais présenter mon point de vue et qu'ensuite on pourrait voir sur quoi sommes-nous d'accord, sur quoi ne le sommes-nous pas, pourquoi ne le sommes-nous pas. Mais ce n'était pas du tout le cas. Encore une fois, avec la guerre en Ukraine, j'ai avancé l'argument que l'élargissement de l'OTAN entraînerait une intervention russe et aboutirait à la destruction de l'Ukraine. C'est essentiellement ce que j'ai soutenu pendant 20 ans, et d'une manière ou d'une autre, cela a été présenté comme une forme d'excuse ou de légitimation. J'ai donc trouvé cela fascinant, car j'ai aussi remarqué ici, et ce n'est pas seulement moi, mais en général dans le débat, que ce sont ceux qui disent soutenir l'Ukraine, ce que je trouve être un concept remarquable. Parce que mon argument reposait aussi sur, vous savez, quelle serait la politique idéale pour sauver l'Ukraine. Selon mon raisonnement, ce que nous faisons actuellement garantit, enfin ce qui se passe maintenant, c'est la destruction du pays. Donc je pensais que mon argument était en faveur de l'Ukraine. Mais encore une fois, il ne s'agissait pas de mes arguments contre les leurs. Ils soutiennent l'Ukraine, et moi je suis un apologiste de Poutine. Je suis pro-russe. Je relaie les éléments de langage du Kremlin. Très controversés. Tous ces mots qui, en réalité, ne veulent rien dire du tout. J'ai aussi essayé de demander aux gens, qu'est-ce que cela signifie exactement être pro-russe? Quel est ce crime? Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de réponse. On dirait que l'objectif n'est pas de répondre aux arguments, mais de détruire votre réputation. Eh bien, je partage d'abord les mêmes sentiments et observations que vous. Plaider pour la paix, c'est fondamentalement être progressiste. Plaider pour examiner les deux côtés de l'équation, ce qui se passait, vous voyez, c'est en fait plaider pour une observation neutre. Parce que lorsqu'on parle de guerre, il y a toujours des émotions. La guerre est toujours horrible. Personne n'est dans le déni Gaza autant que l'Ukraine. Mais ensuite, si l'on adopte une approche analytique, on examine les intérêts, les acteurs, les motivations, et puis il s'agit simplement d'analyser la responsabilité fondamentale de l'Occident, ce que l'on peut soutenir et que la plupart des Américains que je connais, comme Fiona Hill ou Angela Stent ou d'autres, font également. Je veux dire, des Américains éminents, Jeffrey Sachs, d'autres, des analystes américains de renom, même Kissinger, même Kennan avant sa mort. Il existe donc essentiellement une analyse, même parmi les experts américains de la Russie depuis la fin des années 90, selon laquelle il y a le camp Brzezinski, qui consiste à empiéter sur la sphère d'influence russe. Mais il existe aussi un autre espace de discussion. Et il y a des Américains intelligents qui soutiennent cette position depuis très longtemps. Que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, le sommet de Bucarest en 2008, constitue le franchissement d'une ligne rouge. Et ils ont alerté l'establishment américain. Et donc, ces personnes, je veux dire, nous parlons d'Américains qui écrivent pour Brookings, qui écrivent pour Foreign Affairs, n'est-ce pas? Et tout cela a été ignoré. Ensuite, il y a un immense débat en Allemagne parce que tout a commencé avec l'accord 2+4 et la chute du mur de Berlin en 1989. Il y a donc un grand débat sur ce qui a été promis à Gorbatchev, vous savez. Et puis il y a des archives à Londres qui montrent qu'il y a eu des discussions secrètes selon lesquelles l'OTAN ne s'étendrait jamais au-delà d'une Allemagne unifiée. Mais alors la question est, est-ce que cela a été écrit? Est-ce que cela a été signé? S'agissait-il seulement d'accords oraux? Et ensuite, l'argument est que ce n'était que des accords oraux.
Mais alors on se demande, écoutez, depuis pratiquement l'Antiquité, un accord oral, un accord scellé par une poignée de main, est l'accord le plus honorable, non? Donc si cela avait été convenu entre Genscher et Gorbatchev ou Kohl et Gorbatchev, cela reste un accord. Il y a des indices dans les archives à Londres que cela a été fait. Et pourtant, nous sommes toujours en infraction par rapport à cet accord. Oui. Et vous savez, je m'inscris dans la tradition de l'allemand Egon Bahr, Willy Brandt, l'Ostpolitik, la politique de détente, vous savez, la sécurité avec la Russie, pas contre la Russie. Et j'ai l'impression que, dans mon pays, toute cette tradition de longue date, qui était une tradition social-démocrate, a été effacée. Et maintenant, nous sommes plongés dans ce récit de sécurité face à la Russie, de sanctions claires, de protection des frontières, et ainsi de suite. Et on se demande, que se passe-t-il ici? Et pourquoi ne pouvons-nous pas nous reconnecter en essence? C'était mon argument. Pourquoi nous, Européens, ne pouvons-nous pas nous reconnecter à ce que nous voulions en 90 lorsque, après la chute du mur, nous avons rédigé la Charte de Paris et fondé l'OSCE comme architecture de sécurité européenne avec la Russie? C'était ça l'idée, vous voyez. Et donc, c'est très étrange de voir comment le récit a évolué en 30 ans, et c'est le sujet de mon livre, vous savez, ce livre sur la fin de partie Endspiel Europa, a changé. C'est avec Haukeritz d'ailleurs, le très intelligent auteur Haukeritz. Et le 3e chapitre contient essentiellement toutes les sources sur ce qui s'est passé à Maïdan, puis la guerre civile en Ukraine, et ensuite ce qui s'est passé pendant les 8 années précédant le 24 février 2022, n'est-ce pas? Et nous expliquons en détail qu'il s'agissait plus ou moins d'une opération planifiée, et vous avez des sources de la Rand Corporation, du Pentagone et tout cela. Oui. Donc, si vous regardez les sources, vous ne pouvez pas nier qu'il y avait quelque chose en préparation, n'est-ce pas? Et donc, évidemment, les Russes ont franchi la frontière, et c'est maintenant l'agression russe, blablabla. Je suis d'accord, oui. Mais le simple fait que l'Allemagne ait perdu la capacité d'avoir une vision globale de ce qui s'est passé au fil des années, et que l'on commence toujours dans les médias allemands par Der russische Völkerrechtswidrige Angriffskrieg du 24 février 2022, comme si la guerre était tombée du ciel, c'est assez... Enfin, intellectuellement, c'est vraiment stupide, non? Et quand on essaie d'argumenter contre cela, on est traité de lumpen pacifiste, enfin, de pro-russe, de marionnettes russes, peu importe, manipulé. C'est d'ailleurs ce dont on m'accuse aussi, et c'est intellectuellement très pauvre. Je me demande comment cela a pu arriver, car nous sommes toujours en Europe, nous avons de bonnes facultés. Nous sommes habitués à l'échange d'arguments, vous savez. Donc, il se passe quelque chose de vraiment profond. Et cela vient en partie du fait qu'il n'y a plus, comment dire, il y a 30 ans, je me souviens, ou même il y a 20 ans, nous avions des recherches très spécialisées sur la Russie. Nous avions des spécialistes de la Russie et de l'Europe de l'Est. Nous avions des gens qui connaissaient la Pologne, la Douma, et vous savez, le Kremlin, la kremlinologie. Par exemple, j'ai étudié à Paris en 1986 un DEA, diplôme d'études approfondies, études soviétiques et est-européennes, c'est mon diplôme de 1986. Et ce que nous faisions, c'était de la kremlinologie, Khrouchtchev, Andropov, Brejnev, etc. Et tout cela, je ne sais pas, a été effacé par la propagande qui dit que la Russie est le mal et que Poutine est Hitler, et par les stéréotypes, un contexte que je trouve pauvre pour le monde académique européen. Oui, mais il faut aussi faire face à cela, ce qu'on peut appeler une culture de la dénonciation, parce que c'est ainsi que ça fonctionne. Dès qu'on franchit la limite de ce dont on est autorisé à parler, on voit que des collègues et d'autres personnes doivent vous dénoncer. Je constate qu'il est arrivé quelque chose de similaire à Jeffrey Sachs récemment. Évidemment,
il semble que la principale stratégie qu'ils adoptent souvent, comme tu l'as suggéré dans ton cas, c'est le plagiat. L'honnêteté académique est un point clé. J'ai vu cela chez d'autres aussi. En fait, je l'ai vécu moi-même, car quoi que j'argumente, il n'y avait jamais de discussion. C'était toujours, eh bien, c'est ce que dirait Poutine. Tu vois, propagande. Et si vous en recevez suffisamment de ce genre, de la propagande, cela commence à entacher votre réputation. Et soudain, n'importe qui peut dire « Oh, il est connu pour la propagande » et il n'y a pas d'autre issue. Et tout à coup, j'ai remarqué que vous savez, des collègues ou d'autres commençaient alors à remettre en question l'intégrité académique. Et nous avons même des vérificateurs de faits, ce qui est tout simplement fantastique, faute d'un meilleur mot, vraiment stupide, parce qu'ils ne vérifient en réalité pas les faits. Il est facile de prouver que ce qu'ils écrivent est faux, donc ils produisent de faux faits, et souvent c'est plutôt une vérification de la narration. Donc je suis tout à fait d'accord, je suis totalement d'accord avec l'analyse. Et juste pour ceux qui écoutent cette intervention, il y a maintenant un livre. Et le livre s'appelle Disrupting the University. C'est une étude sociologique et empirique sur les évictions, c'est-à-dire les licenciements, dans les universités allemandes, autrichiennes et suisses. Il y a 60 études de cas, dont la mienne, où l'on trouve essentiellement des universitaires non conformistes qui n'ont pas montré de conformité idéologique, vous savez, qui ne voulaient pas suivre la ligne. Et ensuite, ils ont été licenciés. Les raisons n'ont jamais été qu'ils défendaient telle ou telle position. Les raisons étaient soit qu'ils avaient commis une erreur ici, soit qu'on avait trouvé n'importe quoi, ou l'affaire MeToo, ou autre chose. On a toujours trouvé quelque chose à reprocher à la personne, jamais l'argument lui-même, vous voyez? Parce que cela n'est pas permis en Allemagne. Vous savez, en surface, c'est évidemment pas autorisé. Nous avons la liberté de la science, nous avons la liberté d'opinion, l'article 5 de la loi fondamentale allemande. Donc, on ne peut pas licencier quelqu'un simplement parce qu'il n'est pas conforme, n'est-ce pas? Mais on peut toujours trouver une erreur, je veux dire qui n'a pas fait d'erreur. Mais juste pour dire, j'ai aussi mon propre cas maintenant, qui est très intéressant, car il y a un journaliste italien nommé Thomas Fasi. Et Thomas a écrit un article sur mon cas intitulé « Ennemi public numéro 1, la poursuite politique de Madame Guéraud ». Et cet article, de façon intéressante, a déjà été traduit en 7 langues, norvégien, espagnol, anglais et d'autres. Turc, je veux dire certaines langues. Et maintenant, j'ai été contactée par le Conseil de l'Europe. Vous savez, là où se trouve la Convention européenne des droits de l'homme, pas le Conseil de l'Union européenne, mais celui avec les 47 pays membres, le Conseil de l'Europe. Donc, ils préparent actuellement un rapport sur la réduction des espaces publics et la liberté d'opinion en Allemagne. Et apparemment, ce qu'ils veulent faire, c'est inclure 2 études de cas. L'une me concerne, mon cas, et l'autre concerne Francesca Albanese, qui est la rapporteuse spéciale de l'ONU pour Gaza, n'est-ce pas? Donc, les 2 cas. Cela montre donc, d'une certaine manière, qu'il existe une certaine, disons, prise de conscience internationale que les choses ne vont pas bien ou sont dysfonctionnelles en Allemagne. Et j'imagine que la République fédérale ne sera pas ravie de voir qu'il existe un rapport de commission au niveau européen, car normalement on dit que la presse qui ne fonctionne pas se trouve en Turquie, en Hongrie, en Iran, dans des endroits comme cela. On ne pense jamais que cela pourrait arriver dans des démocraties comme la nôtre. Je trouve donc que c'est un développement très intéressant, que la réduction de l'espace pour la liberté d'expression attire désormais l'attention au niveau du Conseil de l'Europe, mais je t'ai envoyé le lien parce que le livre lui-même est intéressant, Disrupting the University. Il s'agit de 60 cas
Et le livre date de l'année dernière. En attendant, les rédacteurs m'ont dit qu'ils avaient 15 autres cas, donc il y a un problème en Allemagne. Oui. Et je ne saurais pas dire, je pense, d'après ce que je sais, que les systèmes universitaires français, italiens, espagnols et néerlandais tiennent mieux le coup. Je ne saurais pas dire, vous savez, en ce qui concerne les licenciements. Mais, par exemple, le Conseil de l'Europe souhaite désormais mettre en place une sorte de site web ouvert pour recenser les cas, ce qui me semble être une bonne idée parce que, en fait, je ne sais pas dans quelle mesure c'est un phénomène spécifiquement allemand ou dans quelle mesure ça commence à devenir un phénomène européen. Mais c'est en soi quelque chose de très agaçant parce que nous avons l'estime de nous-mêmes d'être le système libre, libéral, européen, le meilleur du monde. Oui, eh bien, c'est cette recherche de choses. En fait, il y a 2 semaines, un journaliste ici a effectivement fait une demande et a obtenu l'autorisation de l'université où je travaille pour accéder à tous mes documents, de la candidature à la demande de promotion, tous mes dossiers. Ainsi, ils peuvent passer en revue chaque feuille que j'ai écrite et tous les documents internes pour voir s'ils peuvent trouver quelque chose à utiliser contre moi. Il n'y a pas de... C'est une expédition pour creuser. Le but, c'est qu'il n'y a rien de précis. C'est juste qu'ils n'aiment pas ce que vous dites. Donc maintenant, le processus a été lancé pour vous éliminer, pour vous annuler, ils vont vous avoir. Et maintenant, oui, le processus a commencé. Ils vont trouver n'importe quelle information et ils vont chercher idéalement une malhonnêteté académique, car c'est ainsi qu'on peut être licencié d'une université. Donc ils vont, oui. Et ils trouveront quelque chose. Je veux dire, c'est comme dans la Bible, que celui qui est sans faute jette la première pierre. Je veux dire, vous savez, ils ont trouvé 10 erreurs. J'ai une liste de publications de 20 pages. Donc, si vous additionnez tous ces articles et mes 16 livres, cela fait quelque chose comme 10 000 pages, et là-dedans, ils trouvent 10 erreurs. Et ils appellent ça du plagiat. C'est totalement absurde. Mais s'ils s'en prennent à vous, et c'est ce que j'ai vécu, dès que vous êtes dans leur viseur, tout est passé au crible. Chaque phrase dans une vidéo, je dis une phrase avec un petit biais parce que vous parlez pendant 1 heure sans lire vos notes, donc vous parlez librement, qui ne fait pas une sorte de peut-être qu'il y a une phrase qui n'est pas assez claire, non? Ils iraient derrière la vidéo, ils prendraient précisément cette petite phrase, la mettraient sur X et diraient « Regardez, cette Madame Guéraud, encore une fois, elle a une phrase bizarre de propagande russe, n'est-ce pas? » Ils la sortent de son contexte. Peu importe. Ils s'attaquent à votre faiblesse. Et je pense qu'il y a une stratégie d'intimidation. Parce que si vous voyez cela grandir, enfin moi j'ai été d'une certaine manière poursuivi, si vous voulez, depuis 2 ans maintenant. Donc au moment où vous vous dites « Oh, ça se calme, il y a un peu de paix », quelque chose surgit et vous remontez dans cette spirale, vous voyez. Et puis il y a un mécanisme de propagande qui est, tant qu'ils disent pendant 2 ans « Madame Guéraud plagiat », vous savez, c'est comme si vous ne pouviez pas vous en débarrasser. Même si vous pouvez prouver que ce n'est pas vrai, c'est comme de la propagande. Si vous répétez les choses 3 fois, 10 fois, 100 fois, c'est ce que les gens retiennent. Mais ce que j'aimerais, enfin, je suis désolée pour vous que vous soyez actuellement soumis au même mécanisme de surveillance. J'aimerais mentionner un autre nom en Allemagne, car j'ai un collègue à l'université de Halle, un homme très intelligent qui s'appelle Johannes Warwick. C'est un expert de l'OTAN, il écrit des articles, je le connais personnellement depuis 30 ans, très intelligent, et il est, je pense, dans la même position que vous sur l'Ukraine. Je veux dire, pour rebondir sur ce point, cette préhistoire, l'instrumentalisation de l'Ukraine, parce que, en un sens, vous avez raison.
Nous voulons défendre l'Ukraine contre les abus, vous savez, contre le fait d'être instrumentalisé pour des objectifs géostratégiques américains et ainsi de suite. Et lui aussi est attaqué, il n'a pas encore, disons, été licencié, mais il est dans le même processus, on examine tout ce qu'il a pu dire, disons, il y a 10 ans, et on s'en sert contre lui. Il y a une culture même dans le milieu universitaire, rappelons-le, dans le milieu universitaire, et on écrit un livre, puis on en discute entre amis, entre collègues universitaires. Normalement, ce qui se passe, c'est que les amis disent « Écoute, j'aime ton livre, mais là, il y a un problème que tu dois retravailler. Cet argument n'est pas solide. Regarde ça. Je pense que tes chiffres sont faux. » C'est ce qu'on appellerait en Allemagne une critique bienveillante. On aide l'auteur à améliorer son texte. C'est ce que font les universitaires. On regarde l'ensemble, ce que la personne présente. Ensuite, on repère 2 ou 3 faiblesses dans l'article. C'est ainsi que se déroulent les évaluations par les pairs. Et puis vous dites, regardez, vous devriez reconsidérer cet argument. Il manque une source, et peut-être que vos données vont au-delà de ce que vous avez. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ce genre de « je vous aide à améliorer votre texte ». Aujourd'hui, c'est « j'examine votre texte pour trouver l'erreur qui me permettra de vous exclure ». Et ça, c'est pas académique, c'est même l'inverse. Oui, donc je ne sais pas où tout cela va nous mener. J'ai l'impression qu'on devrait arrêter ce jeu, parce que c'est un jeu. C'est un jeu de pouvoir. C'est un jeu sur qui détient quel récit. Évidemment, il y a de puissantes forces derrière tout ça. Par exemple, les réseaux sociaux, je peux poster ce que je veux, publier des choses sur n'importe quoi, LinkedIn, Facebook, et puis j'ai des trolls. J'ai la personne qui, instantanément, mais vraiment instantanément, va crier encore et encore. Cette Madame Guéraud, troll de Poutine, c'est... Mais ça arrive dans les 5 minutes qui suivent ma publication. Donc ce n'est pas aléatoire, ce sont des personnes qui attendent mon post pour réagir instantanément. Donc c'est probablement un algorithme, peut-être des bots. Mais alors, la question est, qui organise ces bots? Et puis, on peut vérifier le compte, par exemple. La plupart de ces comptes qui font ça sont des comptes anonymes. Ce ne sont pas des personnes avec un visage et un nom. Normalement, sur X, ce sont des comptes avec 50 abonnés. Donc, ce sont probablement des bots, des comptes générés automatiquement. Donc, quand je publie, il y a un algorithme contre moi. Je veux dire, c'est une dénonciation organisée. Cela fait partie de cette surveillance, le Digital Services Act, Susanna Suboshov, vous savez, le capitalisme numérique, ces sortes de techniques de contrôle. Et vous savez, je ne sais pas comment sortir de cette situation. Je ne suis pas un spécialiste des choses liées à Internet. Je ne suis pas Peter Thiel. Je ne crée pas Palantir, vous voyez. Donc, je suis juste un utilisateur. Et on a l'impression d'être totalement submergé par ce genre de choses. Et c'est effectivement psychologiquement difficile à supporter parce que c'est ce qui reste sur Internet. Vous savez, si les gens vont sur Wikipédia et cherchent mon nom, je suis la personne la plus gênante. Et on a l'impression que ce qui est écrit sur Wikipédia à mon sujet n'a rien à voir avec moi. Et alors la question se pose, qui écrit cette page Wikipédia ? Je veux dire, ces 2 dernières années, j'ai littéralement pu observer comment j'ai été, vous savez, dévalorisé. Comment dire dévalorisé? J'ai été noté ou rétrogradé ou quelque chose comme ça. Et vous vous dites, d'accord, voilà ce que Wikipédia dit de moi. Je suis content qu'il y ait des gens qui me connaissent et qui ne croient pas à ce qui est écrit sur Wikipédia. Mais je pense qu'il y a effectivement un problème. Et la vraie question, c'est ce que nous allons faire à ce sujet. Non, j'ai remarqué la même chose. Les personnes qui arrivent avec des calomnies, des surnoms, de la propagande, poutiniste, finissent par se citer les uns les autres, comme si c'était un cadre académique établi pour lui donner plus de légitimité. Mais j'ai moi-même vécu cela. Ma page Wikipédia indiquait,
Je ne sais plus si c'est encore le cas, mais sous profession, il était écrit propagandiste russe et non professeur, mais propagandiste. Donc, vous savez, il y a des militants qui font ce genre de choses. Et je ne sais pas si c'est organisé par le gouvernement ou si ce sont simplement des gens vraiment convaincus de mener le bon combat qu'ils défendent, par exemple l'Ukraine, et que moi je défends la Russie. Donc ils vont mener ce combat et éliminer ceux qui s'expriment en son nom. Je ne sais donc pas s'ils croient vraiment à leurs propres absurdités ou si c'est juste, oui, Je pense que c'est systémique. Je pense que c'est organisé d'une certaine manière parce que nous sommes soumis à la législation européenne sur les services numériques. Je veux dire, il y a une organisation. Par exemple, on ne peut pas lire Russia Today. Je veux dire, pourquoi ne pouvons-nous pas lire Russia Today? Nous avons le cas de 2 citoyens allemands vivant en Russie, Alina Lipp et Thomas Rupper, qui tiennent des blogs pour informer sur la situation de la guerre, ce qui relève simplement du reportage de guerre légitime. Non. Et ils ont été inscrits sur la liste des sanctions de l'UEPA, ce qui revient essentiellement à une privation des droits de citoyens. Ils ne peuvent pas aller en Allemagne alors qu'ils sont citoyens allemands, ce qui est totalement absurde. Et nous n'avons pas vu de tollé, normalement ça devrait être une question citoyenne, où il y aurait un énorme tollé de la part des médias allemands, de la presse et des gens disant « Vous savez, on ne peut pas être privé de ses droits de citoyen si on a un passeport allemand, simplement parce qu'on écrit sur la guerre. » Vous savez, je veux dire, nous sommes vraiment en train de toucher le fond sur ce sujet maintenant. Mais oui, je pense qu'il y a un sentiment général que la guerre n'intrigue pas beaucoup de gens. Les mouvements pacifistes sont faibles. En Allemagne, ils sont faibles. J'ai participé à diverses manifestations pour la paix et on voit 10 000, 6 000, 15 000 personnes. On ne voit pas 400 000 personnes comme en 1983, lors de l'affaire des Pershing SS-20. Donc le mouvement pacifiste est vieux, il a plus de 60 ans. Les jeunes ne rejoignent pas le mouvement pacifiste. Oui. Donc nous avons aussi beaucoup de problèmes en Europe, des divergences culturelles, sur la question de l'hégémonie culturelle, sur quel discours domine et quel groupe d'âge, etc. Et c'est ainsi que les choses peuvent évoluer. Je veux dire, en Allemagne, nous avons une propagande de guerre claire, une surveillance de la guerre. Je veux dire, nous avons des soldats dans les écoles, aux arrêts de bus. Nous avons des photographies de la Bundeswehr, rejoignez la Bundeswehr, salaire élevé, venez à la Bundeswehr. Donc, je veux dire, nous avons une clause de paix dans la Grundgesetz. Normalement, notre gouvernement est censé œuvrer pour la paix et la diplomatie. Nous parlons du Taurus. Donc, c'est vraiment parce qu'il y a évidemment une analyse structurelle de gauche à faire, à savoir qu'en temps de guerre, parce que les gens ordinaires n'aiment pas la guerre, il faut faire taire les voix qui plaident pour la paix, non? Parce que sinon, on ne peut pas mobiliser de larges majorités pour la guerre, n'est-ce pas? Vous devez faire valoir que Poutine est vraiment impérial et qu'il veut prendre Kiev, Berlin, peu importe. Vous voyez tous ces arguments qui circulent. Et si des voix influentes plaident pour la paix et disent « Écoutez, ce n'est peut-être pas le cas. Peut-être devrions-nous envisager les choses différemment. Et peut-être devrions-nous distinguer ce qui se passe réellement là-bas et quels sont les intérêts de sécurité russes. Et ainsi de suite, une voix nuancée, il faut la faire taire, car sinon vous ne pouvez pas mobiliser les gens pour défendre la liberté. Vous voyez, c'est une question de mobilisation. Et peut-être que les gens connaissent Anne Morelli. Vous connaissez probablement Anne Morelli. Non, non. Anne Morelli est une historienne belgo-italienne et elle a écrit un livre sur les 10 outils de la propagande de guerre. Comment il faut orchestrer,
comme dans le Manufacturing Consent de Chomsky, comment il faut fabriquer le consentement à la guerre et quelles sont les 10 règles de la propagande de guerre. Et nous sommes totalement dedans. Je veux dire, le récit allemand se résume à Poutine est maléfique, l'Occident est bon et n'a rien fait. Ainsi, on coupe court à l'argument selon lequel nous avons peut-être une responsabilité fondamentale à travers tout cet élargissement de l'OTAN. Si l'ennemi attaque, c'est toujours brutal. Si nous attaquons, ce n'est qu'en défense. Et puis Anne Morelli énonce 10 points clairs. Le livre est disponible sur le marché, je pense qu'il existe en anglais sur Amazon et il est même sur Wikipédia. Et on avance et on a l'impression que c'est exactement ce que nous faisons. Et ce qui m'étonne, je veux dire, nous avons eu 2024, je me souviens 10 ans, en 2014, nous avons eu d'énormes célébrations dans toute l'Europe pour commémorer les 500 ans de la Première Guerre mondiale. Nous envoyions des classes d'école dans les cimetières de Lorraine, à Riga, dans les États baltes et à Eupen-Malmedy. Et nous avions toute cette éducation autour du plus jamais ça, plus jamais ça. Et c'était il y a 10 ans. Et nous avons tous fait cela avec de l'argent public. Et 10 ans plus tard, nous dépensons le même argent pour alimenter la guerre. Alors, que s'est-il passé en 10 ans? C'est incroyable. Même d'un point de vue purement sociologique, en tant qu'observation, qu'est-il arrivé à la société? C'est incroyable de voir comment en 10 ans, nous avons pu faire basculer les discours. Eh bien, il semble que le problème plus large du déclin de la démocratie et de l'acceptation de la dissidence en Europe réside dans le fait que presque tous les débats aujourd'hui ne sont pas seulement émotionnels, mais aussi moraux par nature. Autrement dit, comme vous l'avez dit, cela touche, je suppose, au cœur de la nature humaine. C'est nous contre eux, et on attribue des valeurs de bien et de mal. Le problème dans un tel scénario, c'est que si l'on se considère toujours comme bon et toujours dans le vrai, cela signifie que toute opposition ou dissidence devient alors immorale et mauvaise. On se retrouve donc soudainement dans une situation où écraser l'opposition est perçu comme une défense de la démocratie. C'est assez spectaculaire à observer. Tout le monde y adhère, même les journalistes. Ils deviennent de plus en plus des guerriers de l'information, on dirait, parce qu'ils doivent tous plus ou moins défendre la cause. Eh bien, si vous pensez toujours que le monde est divisé entre le bien et le mal, entre nous qui voulons simplement faire avancer la démocratie libérale, et, par exemple, les méchants Russes qui veulent seulement envahir et bâtir un empire, vous ne pouvez pas. Oui, tout le principe de la sécurité internationale, c'est qu'il faut comprendre l'adversaire, il faut atténuer ses préoccupations en matière de sécurité. Mais cela, on l'appelle l'apaisement, disent-ils. Donc, maintenant, la seule façon d'obtenir la paix, c'est de détruire ou de vaincre son adversaire. Pas seulement l'ennemi extérieur, mais aussi à l'intérieur de la société. Si vous avez des gens qui ne suivent pas ou ne se conforment pas à la ligne, alors vous, par exemple, si vous êtes un peu trop critique, il faut aussi vous déraciner, en fait, parce que vous n'êtes pas... Je suis tout à fait d'accord, je ne pourrais pas être plus d'accord. Et il se trouve que j'ai un nouveau livre sur le marché dans lequel j'ai consacré un chapitre précisément à ce sujet, en soutenant essentiellement qu'il existe ce que les Grecs appelleraient la stasis, donc une guerre civile, si vous voulez, entre les forces libérales et populistes. Les forces libérales, parce qu'elles perdent désormais du soutien, et afin de défendre la démocratie, en viennent en quelque sorte à inventer des ennemis extérieurs et intérieurs. Ce que je soutiens, c'est qu'aujourd'hui, on a un centre libéral qui est formellement libéral, mais qui s'est désormais extrémisé ou radicalisé. Ce centre constate que le soutien démocratique populaire diminue, et pour faire passer des mesures qui érodent en fait la démocratie, donc en devenant de plus en plus autoritaire, il invente des ennemis. Il y a un ennemi intérieur, ce sont les forces populistes. L'AfD,
Orban, le PiS, vous voyez, et il faut vaincre les populistes parce qu'ils sont de droite. Donc il faut restreindre l'espace démocratique parce qu'il faut défendre la démocratie contre les soi-disant populistes. Voilà pour les ennemis intérieurs, domestiques. Et l'ennemi extérieur, c'est Poutine, Poutine c'est Hitler. Ainsi, les libéraux inventent des ennemis internes et externes afin de mettre en œuvre des mesures qui, en elles-mêmes, érodent la démocratie au nom de la défense de la démocratie. Je pense que c'est ça, et nous le faisons en grande partie par le biais de la guerre juridique. Par exemple, Marine Le Pen est envoyée en prison et ne peut pas se présenter aux élections à cause d'une affaire de corruption. Bien sûr, oui, c'était une décision de justice, n'est-ce pas? Mais si vous regardez Christine Lagarde ou Ursula von der Leyen, qui a été légalement condamnée par la Cour de justice, vous savez, pour manque de transparence sur les vaccins le 17 juillet 2024, et le lendemain, elle est élue présidente de la Commission européenne, on se demande pourquoi une personne peut être poursuivie par un tribunal avec une décision de justice en vigueur, mais peut quand même devenir présidente de la Commission. Et pourquoi une autre personne qui a une décision de justice contre elle ne peut-elle pas devenir candidate aux élections? Vous savez, je veux dire, il y a ici un vrai problème de lawfare. Et c'est totalement problématique pour la démocratie, parce que si nous avons des standards juridiques différents, qui est poursuivi, qui ne l'est pas. Pour le plagiat, je veux dire ce qu'on me reproche, juste pour vous donner cet exemple, mais Robert Habeck, l'ancien ministre allemand, dans sa thèse, dans son livre académique, il y a environ 48% de plagiat dans son livre, n'est-ce pas? Et puis l'université d'Hambourg, parce qu'il a fait son doctorat à Hambourg, a mis en place une commission rapide en 72 heures. Et la commission a dit non, pas de problème, il y a beaucoup d'originalité dans la thèse de M. Habeck, c'est tout à fait correct. En revanche, j'ai 1,9% d'erreurs, pas 48, 1,9% d'erreurs. Et l'université de Bonn m'a licencié. On pourrait donc dire qu'il existe des doubles standards très clairs concernant qui est poursuivi et qui ne l'est pas. Pour des erreurs bien plus graves, certaines personnes ne sont pas inquiétées, alors que pour des fautes mineures, d'autres sont exclues. Un système juridique qui n'est pas fondé sur l'égalité devant la loi n'est pas un système démocratique. C'est l'essence même de la démocratie. Que la loi soit la même pour tous les citoyens d'une république, n'est-ce pas? Je pense donc que nous sommes confrontés à des problèmes fondamentaux et je pense que vous avez raison de dire que l'érosion du centre libéral parce qu'il a peur le pousse à éliminer les voix critiques. Je crois que c'est une forme d'autodéfense car, comme vous l'avez décrit tout au long de la discussion, ils ne débattent pas. Ils se contentent de vous accuser de diffuser de la propagande russe. Il semble cependant que cela fasse appel à la nature humaine, car les sociétés ouvertes souffrent énormément pendant les guerres et lorsqu'elles sont menacées. C'est vraiment à ce moment-là que l'instinct humain de solidarité de groupe se manifeste, et nous tolérons moins que des individus s'écartent du groupe. Il semble que la dernière décennie ait été un peu plus difficile, si l'on remonte, comme mentionné précédemment, à 2016 avec l'élection de Trump. On disait alors que c'était, vous savez, le Russia Gate, que partout autour de nous, les Russes étaient derrière tous les référendums, du Brexit à toute élection qui ne tournait pas dans le bon sens. Nous devions donc chercher tous ces ennemis de l'intérieur qui conspiraient secrètement avec les Russes. Et puis c'est presque immédiatement remplacé par le Covid. Et là encore, c'est la même chose. Qui ne prend pas cette menace énorme au sérieux? Tout le monde doit suivre, se conformer. Qui est en train de saper cela? Et encore une fois, il faut purger la société. Et bien sûr, cela est immédiatement remplacé par l'invasion russe de l'Ukraine. Et à nouveau, qui essaye non pas de comprendre, mais de légitimer l'invasion russe.
Donc encore une fois, il faut chercher ses ennemis de l'intérieur, ceux à éliminer. Cela fait une décennie que ça dure. On peut donc comprendre pourquoi la population, en particulier la jeune génération, pour eux, cela est devenu la norme. Cela n'a plus rien à voir avec une société libre. C'est l'élimination de l'opposition. Et vous avez raison de souligner la guerre comme un facteur déterminant. La guerre est le moment de la contraction. Et qui est le traître pendant une guerre? Je veux dire, nous avons eu une guerre contre le Covid. Macron a parlé d'une guerre contre le virus. Donc nous étions dans une situation de guerre. C'était très étrange que Macron parle d'une guerre contre le virus parce qu'on ne tire pas sur un virus avec des chars ou des bombes ou quoi que ce soit. Mais nous avons eu cette terminologie guerrière contre le Covid, puis est venue l'Ukraine. Et la guerre, je veux dire, il y a une contraction sociologique. En temps de guerre, la société ne peut pas tolérer d'opinions dissidentes, car elles sont immédiatement perçues comme des trahisons envers le pays. Landverrat, haute trahison. Comment dit-on haute trahison? Hochverrat. Vous savez, Landesverrat, Hochverrat et haute trahison. Et être un Landsverräter, c'est la chose la plus maléfique qu'on puisse être. Vous trahissez en fait votre pays. Et le fait est que ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous l'affaire Dreyfus. Rappelez-vous Dreyfus, vous savez, qui était général et qui a aussi été mis dans un coin antisémite. Et légalement, il n'y avait rien. Des années plus tard, ils ont découvert qu'il n'y avait tout simplement rien dans l'affaire Dreyfus. Mais pendant des années, c'était l'affaire de quelqu'un qui avait une opinion différente à ce sujet. Donc je pense que vous avez raison de souligner que la contraction de l'espace public et de la liberté d'expression est un phénomène de guerre. Et une société en guerre ou qui s'engage dans la guerre ne peut plus permettre un libre-échange d'opinions. C'est dommage parce que je pensais, honnêtement, ma déception personnelle, c'est que je pensais qu'en Europe nous étions au-delà de cela. Je veux dire, nous avons inventé l'Union européenne. L'Europe n'est plus en guerre. Nous avons eu 70 ans de compréhension franco-allemande, une architecture de paix avec la Russie. Nous savions que nous ne divisons pas le monde académique, la science ou les arts selon les nationalités. Et puis la question russe commence. Et alors nous expulsons les artistes russes d'Allemagne, vous savez, les pianistes et tous les autres. Nous les chassons de nos théâtres, alors même que nous admirons les artistes russes. Et à un moment donné, nous renationalisons la science et nous renationalisons les arts. Alors que nous sommes Européens et que nous savons que du point de vue des Lumières et de l'humanisme, il n'existe pas de nationalisme dans les arts et dans la science. Je veux dire, vous vous souvenez de l'université de Bonn, j'y étais en février 2022. Quand la guerre a commencé, nous avons reçu une lettre du directeur disant que si nous avions un groupe de recherche avec des universitaires russes, nous devions les exclure et embaucher des Ukrainiens. Mais la science ne concerne pas la nationalité. La science concerne la capacité, au-delà de la nationalité, n'est-ce pas? Je veux dire, l'important, c'est la valeur de la science. Il n'est pas pertinent que vous soyez un mathématicien russe ou allemand, ou, vous savez, je veux dire, c'est notre culture. Ce que je ressens, ou ce que je ressens fortement comme un ressentiment, c'est la trahison ou la rupture de nos propres standards civilisationnels, ce que nous faisons ici, ou, par exemple, le fait que nous enfreignons le droit international lorsque nous sanctionnons les fortunes russes ou l'argent russe, vous savez, dans les banques suisses. Même, je veux dire, pendant les anciennes périodes de guerre, nous n'enfreignons pas autant nos propres standards en matière de législation. Et cela, je trouve ça troublant. J'allais dire, les sanctions contre les citoyens allemands qui ne sont pas autorisés à revenir dans leur propre pays, il n'y a pourtant aucune loi derrière cela. C'est simplement une décision exécutive, non? Exécutif. Aucune décision de justice.
Je veux dire, même pas un juge n'a examiné l'affaire. Aucune possibilité de se défendre, aucun tribunal accessible pour se défendre, parce que c'est une directive de l'UEPM d'être sur une liste de sanctions. Alors, que pouvez-vous faire? Qui vous retire de la liste des sanctions? Je veux dire, c'est troublant, c'est vraiment troublant. Oui. Cette idée de ne pas accepter, ou, vous savez, de licencier des universitaires russes pour en embaucher des Ukrainiens, je pensais qu'on en avait fini avec ça, cette haine des gens basée sur la nationalité. On m'a même demandé, est-ce qu'on doit tous les détester? Ou seulement les soldats, les adultes? Est-ce qu'on doit détester les bébés russes qui viennent de naître? Je veux dire, doit-on tous les haïr? C'est vraiment très étrange pour moi, la position, l'endroit où nous en sommes actuellement. Autrefois, du moins, nous faisions la distinction entre la société civile, les partis bellicistes et l'action militaire sur le terrain. Regardez n'importe quelle guerre menée par les Américains, que ce soit en Afghanistan ou en Irak, nous n'avons pas sanctionné Starbucks ni aucune entreprise américaine, parce que les Américains étaient en guerre. Nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas sanctionné les produits dans les supermarchés. Mais nous avons simplement retiré les produits russes des supermarchés quand tout a commencé. Nous n'avons pas fait la même chose lors de l'invasion américaine de l'Irak. Il y a donc aussi un double standard ici. C'est la première chose. Mais nous avons aussi connu une époque où la guerre elle-même, ce qui est déjà assez grave, oui, n'aurait pas d'impact sur la science, les arts ou la société. Et c'est ce que j'appellerais en allemand l'Europa. C'était la leçon tirée du XXe siècle. C'est à ce moment-là que nous sommes revenus et que nous nous sommes demandé, pouvons-nous instaurer une coopération, une compréhension franco-allemande entre les jeunes? Et c'est sur cette base que nous avons construit l'UME, qui est aujourd'hui totalement pervertie. Mais nous sommes en train d'éroder les fondements de ce que nous avons appris au XXe siècle. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment grave. Je me souviens que cela a commencé assez prudemment en 2022. D'abord, ils ont commencé à dire, eh bien, vous savez, les athlètes russes, ils font en quelque sorte la promotion de la Russie, donc ils font aussi partie de la machine de guerre de Poutine. Les chefs d'entreprise, eh bien, eux aussi paient des impôts, donc ils font partie de la machine de guerre de Poutine. Et puis nous avons commencé à nous en prendre aux universitaires, aux touristes, aux joueurs d'échecs. En fait, toute personne russe devenait essentiellement une cible légitime. N'importe qui pouvait apporter de la légitimité à la Russie. Et maintenant, nous en sommes arrivés à un point où nous n'avons même plus besoin de nous justifier. Au contraire, c'est devenu un signe de vertu. Et il faut presque s'excuser ou expliquer pourquoi certains Russes sont autorisés à participer ou même à entrer dans votre pays. C'est une situation vraiment étrange. Je ne sais pas combien de millions. Je pense que nous avons 4 millions de Russes en Allemagne. Vous savez, les Allemands de la Volga qui sont arrivés dans les années 90. Nous avons beaucoup de couples germano-russes en Allemagne. Je veux dire, c'est vraiment étrange ce qui se passe. D'ailleurs, pour votre information, il y a un très très bon livre de mon co-auteur, Endgame Europe, Okeritz, qui a écrit un livre fantastique, vraiment fantastique, sur les raisons pour lesquelles nous détestons autant les Russes. C'est un livre de 300 pages. J'aimerais que ce livre puisse être publié en anglais. Il est en train d'être traduit en italien, oui, mais l'anglais serait évidemment mieux. Il fait une très longue analyse tout au long du XXe siècle sur la façon dont nous avons pu en arriver à cette étrange haine de la Russie et des Russes, probablement aussi induite culturellement. Like Stephen, a person lives Rus.
Vous savez, je veux dire, si tout le monde parle anglais, tout le monde est allé à New York et a trouvé que New York, la grosse pomme, c'est super génial, ou Londres, vous voyez. Donc vous avez accès à cela, vous n'avez pas accès à la Russie, c'est une langue différente. Personne n'a fait d'échange de jeunes. Peu de gens sont allés à Moscou. C'est aussi très intéressant en ce qui concerne l'Allemagne, et parce que nous avons les 16 millions d'anciens citoyens de la RDA qui étaient dans la sphère soviétique. Et on voit dans les sondages la division nette sur la guerre entre les Allemands de l'Est et de l'Ouest. L'Allemagne de l'Est est totalement contre cette guerre parce que certains parlent encore russe et sont familiers avec les échanges entre l'Allemagne de l'Est et la Russie. Et donc, la familiarité est ce qui permet de dépasser la nationalité. Et c'est ce que nous avons appris en Europe. Je veux dire, tout le projet européen du siècle dernier consiste à apprendre à se connaître, à créer Erasmus, à organiser des échanges de jeunes, à faire voyager les étudiants dans nos pays, à apprendre les langues des uns et des autres. Et alors, on comprend que l'autre est une personne comme vous et moi et qu'il n'y a pas tant de différence entre un Finlandais, un Italien, un Allemand ou un Portugais, n'est-ce pas? Et maintenant, nous avons construit cette barrière dans nos esprits, comme si la vie normale en Russie serait tellement différente, étrange, ou je ne sais quoi. Le monstre russe, pour ainsi dire. Et c'est vraiment incroyable parce que ça fonctionne en Europe. On se demande vraiment à quoi avons-nous consacré 70 ans d'intégration européenne. C'est ma question. Oui. Oui, non, la suspension des contacts humains, je pense que cela aura d'énormes conséquences. Et c'est la logique générale qu'il faut comprendre. Il faut savoir se mettre à la place de l'adversaire. C'est le chemin vers la paix. Lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine, notre ancienne ministre des Affaires étrangères a dit en fait, la première chose qu'elle a dite a été « ce n'est pas le moment de comprendre, c'est le moment de condamner ». Ce qui est une déclaration remarquable. Mais bien sûr, elle est un peu belliciste. Et oui, c'est un peu la direction que nous avons prise. Jusqu'il y a 3 ans, ce pays avait une règle. Nous n'envoyons pas d'armes aux pays en guerre. Et nous avons toujours encouragé la diplomatie et les négociations. Maintenant, cela fait 3 ans que nous boycottons même la diplomatie. Oubliez les négociations. Même parler à l'autre camp n'est pas seulement rejeté, mais c'est perçu comme une sorte de vertu morale de ne même pas leur adresser la parole. Voilà à quel point nous sommes vertueux. Et bien sûr, nous avons un ancien Premier ministre et secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui répète essentiellement ce mantra, selon lequel les armes sont la voie vers la paix, ce que tout le pays suit désormais. C'est terrifiant de voir que tout le pays s'est en quelque sorte uni autour de cette idée, que cela est devenu normal. C'est vraiment choquant. Souvenez-vous d'Oslo. Je veux dire, Oslo était le lieu des pourparlers de paix. C'était le lieu de l'accord d'Oslo dans le conflit israélo-palestinien à la fin des années 90. C'était le lieu, vous savez, comme David, Oslo. Je veux dire, il y a tout cela. J'ai été à Oslo plusieurs fois et il y a cet institut pour la paix et vous savez, il y a une culture. Mais la Finlande est similaire. Il y avait cette finlandisation, une sorte de topo particulier de la culture de la politique étrangère finlandaise. Et maintenant, ils ont une frontière. Ils ont fermé la frontière avec l'OTAN. Oui. Et donc, la frontière qui était ouverte, et il y avait beaucoup de Russes qui avaient des maisons de campagne, vous savez, je veux dire, dispersées et agréables, de jolies maisons de campagne du côté finlandais, n'est-ce pas? Ce qui faisait essentiellement de bonnes affaires pour la partie finlandaise. Et maintenant, à cause de l'engagement de l'OTAN, ils ont dû fermer les frontières avec, comment dites-vous, du fil de fer barbelé, vous savez, ces choses en fer. En fer, oui. Les Finlandais ont essentiellement trahi ou mis de côté 70 ans
d'un arrangement spécial, la finlandisation, une sorte d'approche géostratégique avec la Russie. Et puis j'ai des amis finlandais qui me disent que c'est totalement absurde. Je veux dire, cela semble totalement absurde pour ces Finlandais qui vivent là-bas, car il n'y a jamais eu de véritable tension avec le côté russe, n'est-ce pas? Donc c'est imposé aux sociétés. Et la vraie question, c'est comment nous, Européens, et nous, universitaires, quelles sont nos chances de sortir de cela, à part nous parler entre nous et dire que c'est problématique? Merci pour la conversation, mais quels pourraient être les moyens de mobiliser, d'atteindre d'autres universitaires pour ce que nous voulons et pensons? Je veux dire, quels seraient les outils pour nous sortir de cette situation? Ce n'est pas si facile, parce que tu es expulsé, j'ai l'impression d'être déjà exposé, tu le seras probablement, j'y vais, tu y vas. Encore une fois, je suis honnête, Vavik et quelques autres personnes. Donc, ce qui se passe ensuite, c'est que les autres se taisent. Oui, parce que personne ne veut ça. Je veux dire, tout le monde a des enfants, tout le monde a un loyer à payer, et donc nous réduisons au silence nos plateformes de réflexion qui sont l'université. Oui, j'ai remarqué cela. Mais c'est aussi la culture de l'intimidation. C'est tout l'objectif. Je reçois effectivement des courriels d'anciens hauts diplomates du pays et d'autres universitaires, mais personne n'oserait s'exprimer publiquement, car la même chose leur arriverait. Donc, Exactement ce que j'ai vécu. Vous savez, il y a 500 professeurs à l'université de Bonn, qui est une université immense et très réputée. Je ne veux pas dénigrer l'université de Bonn, c'est une université très intelligente. J'adore y être, j'adore y enseigner. Ville intelligente, endroit intelligent, tout va bien. Et ils ont un cluster d'excellence, oui. Donc il y a de très bons mathématiciens là-bas. Et ce qui se passe, c'est que, ouvertement, il n'y a pas de soutien parce que les gens sont réduits au silence ou intimidés. Mais à huis clos, on reçoit des emails. Vous savez, « Ah, Madame Guéraud, c'est vraiment tellement tragique ce qui vous arrive. » Mais en proportion, les personnes qui m'écrivent sont 5 professeurs sur 500. Donc c'est 1% qui me parlent. Oui, 1%. c'est extraordinaire. En tout cas, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre temps. Ce fut un réel plaisir de discuter avec vous. J'espère que vous reviendrez, car il y a encore beaucoup de sujets que je souhaite aborder, notamment sur la démocratie en Europe et l'avenir de l'intégration européenne. Mais j'imagine que ça constitue un vaste sujet en soi. Donc, encore merci. Non, c'est moi qui vous remercie. Et si vous pouviez rester en contact d'une manière ou d'une autre, et peut-être réfléchir avec d'autres personnes également concernées par ce qui se passe, créer un petit réseau, je pense que tout cela serait utile. Et si nous pouvions organiser cela au-delà des frontières, car nous voyons que vous avez le problème, j'ai le problème, dans 2 pays européens différents. Je pense qu'il est temps d'agir de manière décente, pas une mobilisation, mais je pense que nous ne devrions pas. Peut-être que cette conversation aide à alerter d'autres personnes, car j'ai le sentiment que lorsque des pays perdent leurs universités, ils perdent leur capacité de réflexion. C'est une sorte de rupture épistémique majeure, n'est-ce pas? Si vous perdez les universités comme lieu d'échange ouvert, alors la société est également trahie. Ce n'est donc pas seulement un problème d'universitaires, c'est un problème de société qui perd ses universités. C'est une excellente idée. J'ai effectivement quelques noms à vous proposer. Alors, restons en contact. Merci. D'accord, merci beaucoup. Au revoir.